Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction, J-6 avant le premier tour du scrutin des municipales. Nous en parlerons dans quelques instants avec cette question, la parité est-elle enfin respectée cette année? Pour l'instant, vous allez découvrir les images d'une partie des salariés de l'entreprise Diebold France à Guyancourt. Les techniciens de cette entreprise en charge de dépanner les distributeurs automatiques de billets sont en grève depuis une semaine à travers le territoire national. Ils évoquent des conditions de travail difficile, la CFDT qui pointe dans le détail une diminution des effectifs depuis un an, des sanctions trop fortes, également des licenciements, les grévistes et qui réclament l'ouverture de négociations avec la direction. On manifeste parce que ça fait presque un an maintenant, en avril 2013, que la direction a décidé de négocier, revoir les aménagements du temps de travail. Donc en demandant à ce que les techniciens travaillent non plus sur une base de 9 jours par quinzaine, mais sur 10 jours, donc perdent 24 jours de repos. Et actuellement, nos temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif. De là, ils ont décidé de supprimer les repos, donc 24 jours. En temps homme, ça fait 7 emplois. Ils ont décidé de supprimer les temps de trajet, ce qui va leur permettre de faire travailler les gens jusqu'à 13 heures par jour. Dans l'actualité de ce 17 mars, également le Solar Décathlon qui dévoile le nom de son parrain, la compétition au cours de laquelle de jeunes ingénieurs et architectes du monde entier conçoivent l'habitat de demain et qui se déroulera cette année en France à Versailles, a choisi Michel Desjoyaux pour assurer sa promotion. Le navigateur a été séduit par cette compétition biennale qui verra s'affronter 20 équipes représentant 16 pays. Leur défi, réaliser une maison solaire entièrement autonome en énergie. Michel Desjoyaux, le double vainqueur du Vendée Globe 2001-2009. Il est aussi l'un des navigateurs en solitaire les plus titrés au monde. Rappelons enfin que le Solar Décathlon se déroulera du 18 juin au 14 juillet dans les jardins du château à Versailles. Donc, on écoute Michel Desjoyaux au micro d'Olivier Maniscalco, de Jonathan Villeman, nous parler de son engagement déjà très fort pour la protection de la planète. Moi, j'ai tout de suite embrayé sur la proposition, à titre perso tout simplement, parce que moi je suis passionné de technologie, d'innovation, de compétition aussi, mais je suis aussi tout simplement citoyen. Mes 2 dernières maisons sont équipées de panneaux solaires thermiques, même en Bretagne, il y a assez de soleil pour chauffer de l'eau. Et sur la prochaine, dont j'ai déposé le permis de construire récemment, j'ai bien l'intention de mettre du solaire thermique, du solaire photovoltaïque, de l'éolien, de la récupération d'eau de pluie, tout un tas de solutions, somme toute, qui ne sont que du bon sens. L'invité de ce journal à présent, Solène Ayard, bonsoir. Vous êtes coordinatrice des études françaises à l'Institut d'études culturelles internationales de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous organisez une semaine dédiée à la francophonie jusqu'au 21 mars, une semaine qui fait bien sûr écho à cette journée internationale de la francophonie le 20 mars. On va regarder le programme dans un instant, mais tout d'abord, on peut peut-être rappeler vos missions, les missions de l'Institut d'études culturelles et internationales. Oui, donc l'Institut d'études culturelles et internationales est une composante de l'Université de Versailles. On a des formations plutôt dans le domaine de l'histoire, des études internationales, des langues, et particulièrement, donc pour ma part, en français, langue étrangère. Au programme de cette semaine de la francophonie, concours photo, exposition aussi. On va voir quelques images d'une exposition qui a d'ailleurs déjà débuté, des conférences, des projections. Tout cela se fait dans le cadre de partenariats avec la Maison de la Poésie ou encore la Maison des Enfants à Elancourt. Vous voyez cette implication dans le territoire? Oui, tout à fait. C'est vrai que, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que l'université accueille le public extérieur, pas seulement le public universitaire, enseignants, étudiants, personnel, mais s'ouvrir, puisque c'est un lieu de rencontre qui est ouvert à tous. On a parfois un peu peur de rentrer à l'université, donc c'est pour ça qu'on a fait appel au centre social municipal d'Elancourt et entre autres à la Maison des Enfants, et une association aussi qui s'appelle Alpha Plus, qui donne des cours d'alphabétisation et de français langue étrangère pour les primo-arrivants. Donc le public extérieur est le bienvenu à l'université à Guyancourt, sur le site de Guyancourt. L'objectif, c'est de faire quelque chose aussi d'interactif. Il y a des quiz, il y a des mini-métrages aussi qui ont été réalisés par les étudiants internationaux. Voilà. Le but, effectivement, on profite de cette semaine pour montrer ce que font les étudiants étrangers à l'université de Versailles-Saint-Quentin.
Entre autres, dans nos diplômes universitaires, on a un cours qui s'appelle le projet de groupe où nos étudiants réalisent différents projets. Donc là, c'était des mini-métrages sur leur perception de la France, mais ça peut prendre d'autres formes, comme par exemple un rallye touristique qu'ils ont créé à Saint-Quentin-en-Yvelines, un blog, enfin voilà. Donc on essaye de faire la promotion de ce qu'ils réalisent pendant les semestres. Mais ces étudiants étrangers, justement, qui viennent en France, qui s'intéressent à la langue française, à la francophonie, ils sont nombreux. La langue française séduit aussi les étudiants dans leur parcours étranger. Oui. La langue française séduit en règle générale. Alors ensuite, au niveau du public, on a beaucoup d'étudiants venant d'Asie, particulièrement de Chine, mais aussi d'Amérique latine. Bon, bien sûr, d'Europe via les programmes d'échange Erasmus. Donc ils viennent aussi bien alors pour différentes raisons, parce qu'ils aiment la langue française, mais aussi pour la qualité de l'enseignement en France. Il y a un rendez-vous intéressant aussi, qui est peut-être amusant en marge de tout ça, c'est des cours d'argot. C'est proposé par l'association dédiée aux étudiants internationaux, c'est pour apprendre aux étrangers l'argot en français. Exactement. En fait, c'est une association qui est dédiée aux étudiants internationaux, qui s'est rendu compte que justement, ils avaient quelques problèmes de communication entre étudiants, puisque quand on apprend le français, en règle générale, on apprend le français courant, traditionnel. Quand ils arrivent là et qu'ils essayent de communiquer avec des étudiants français, il y a beaucoup de problèmes de compréhension. Ils ont eu cette idée et donc on l'a intégré dans la semaine de la francophonie, puisque ça fait c'est vraiment, c'est à part entière. Voilà, ils apprennent aussi l'argot, le verlan exactement, pour les étudiants le verlan, étrangers. Pour être à l'aise dans leurs études, ça aussi c'est important. Voilà. Tout à fait. 220 millions de francophones dans le monde, le français langue officielle dans 32 États. C'est ce qui vous a poussé un petit peu à faire cette semaine complète de la francophonie? Alors en fait, oui, au départ on était parti sur une journée, mais effectivement, vu que la francophonie c'est tellement, c'est un concept qui intègre énormément d'idées, donc sur une journée c'était pas possible, donc on a décidé de le faire sur la semaine complète, et c'est aussi pour faire écho à la semaine de la langue française qui est organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. Donc voilà, des débats, des rencontres, des conférences, et on espère que ce sera donc c'est la première édition à l'université de Versailles, donc on espère pouvoir la renouveler et justement pouvoir agrémenter cette semaine d'encore plein d'autres manifestations. Le but c'est de pérenniser vraiment cette manifestation et d'en faire un rendez-vous important pour l'année. C'est aussi un rendez-vous où on espère que les étudiants étrangers et les étudiants français puissent justement échanger, parce que c'est une grosse demande de nos étudiants étrangers. Ça veut dire que c'est difficile? Les étudiants français ont tendance à rester entre eux et avoir du mal à intégrer les étudiants étrangers. C'est une grosse demande qu'on a au niveau de la population internationale de l'université. Ils aimeraient bien échanger un peu plus, et donc on essaye de mettre en place des actions pour que ça se fasse. Et tant qu'à venir en France, autant être au contact de Français, c'est tout de même effectivement mieux lorsqu'on vient faire un échange de ce type-là. Il y a aussi une question qui se pose actuellement, c'est l'utilisation de l'anglais pour les cours à l'université. Il y a une possibilité d'enseigner les cours en anglais, c'est la suite de cette loi sur l'enseignement supérieur en 2013. Certains cours peuvent bénéficier de cette dérogation-là, une dérogation à la loi 94 de Toubon qui obligeait les cours en français. Maintenant, il y a des dérogations. Quel regard vous avez là-dessus, vous qui êtes là pour promouvoir la francophonie? Alors justement, oui, je suis très attachée moi-même à la langue française, mais il faut aussi être réaliste. Dans le monde actuel, si on a envie justement d'avoir des étudiants internationaux qui viennent étudier dans nos formations en France, il faut absolument qu'on développe les cours. On ne peut pas garder uniquement le français. Voilà. Alors je pense que on peut faire une demi-mesure. Je pense qu'on pourrait identifier certaines filières, certains domaines qui attirent justement plus les étudiants internationaux, et développer une partie des cours en anglais, mais pas tout, parce que effectivement il faut aussi protéger notre langue française. Voilà. Il y aura une rencontre débat sur ce thème dans le cadre de la semaine de la francophonie. Ce sera jeudi 20 mars à 14h, rencontre débat avec l'association L'Avenir de la langue française. Voilà pour les précisions. Merci d'être venu sur ce plateau nous présenter ce rendez-vous, le premier de cette envergure à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Le programme complet sur le site internet de l'université, l'adresse qui s'est affichée bien évidemment. Merci à vous. Merci. Politique pour poursuivre ce journal, je vous le disais tout à l'heure. Dimanche, nous nous rendrons aux urnes pour les municipales. Ce soir, la rédaction
se penche sur cette question de la parité. Dans les Yvelines, on compte une quarantaine de femmes maires pour 262 communes. La loi sur la parité a été élargie. Les femmes restent cependant souvent cantonnées au poste de conseillère municipale plutôt qu'au poste de maire. C'est ce que vous allez voir avec ce reportage de Claire Cambier. L'égalité homme-femme en politique, un objectif affiché par le gouvernement, mais loin d'être atteint en France et dans les Yvelines. Depuis 2013, l'obligation de liste paritaire au municipal a été élargie à toutes les communes de plus de 1000 habitants. Bilan, 16 000 conseillères municipales supplémentaires devraient être élues. Mais le nombre de femmes maires risque, lui, de ne pas beaucoup évoluer. Actuellement, nous avons un peu plus de 16% de femmes maires dans les Yvelines sur les 262 communes. Donc la situation est meilleure qu'au niveau national. Des données assez faibles, or selon un sondage IFOP de début mars, 70% des Français souhaiteraient qu'il y ait plus de femmes maires, notamment parce qu'ils pensent qu'elles feraient de la politique autrement, plus honnête et plus à l'écoute des habitants pour 82% des sondés. Mais c'est vrai qu'être maire et présidente d'une interco, pour les femmes, je pense que c'est bien. Moi, je rencontre beaucoup de plaisiroises qui me disent « Madame le maire, on est très content que ce soit une femme, l'écoute est différente, vous êtes plus peut-être en ouverture. » C'est évident, une femme est souvent plus maternante, entre guillemets, mais ça n'empêche pas que je sois ferme et bien décidée. Qu'est-ce qui explique alors que les femmes soient reléguées au poste de conseillère municipale plutôt qu'à celui de maire ? Les candidats avancent deux raisons majeures, le manque de renouvellement des élus, mais aussi une certaine forme d'autocensure. On voit que les hommes n'aiment pas trop laisser leur place. Il y a plus de suppléantes que de femmes députées, même à certains postes, même au sénatorial, etc., en tête de liste. Après, je pense que les femmes sont peut-être plus longues à prendre des décisions, à les mûrir. Le renouvellement prendra donc du temps, mais les lois en faveur de la parité et les jeunes générations devraient faire évoluer les choses. L'association, elles aussi, propose quelques outils pour aller dans ce sens. Par exemple, un guide de l'élu pour inciter les femmes à s'engager et expliquer les acquis au niveau professionnel. Un mot de sport pour conclure en vous rappelant tout d'abord que chaque lundi à 18h30 vous avez rendez-vous avec le 7-8 Sport préparé et présenté par Anthony Reich qui fait un point complet chaque semaine sur les derniers résultats. Cette semaine il sera aussi question du 24e rallye des Gazelles. C'était ce samedi pour le départ dans les jardins du Trocadéro à Paris. Le seul rallye raid 100% féminin uniquement hors piste composé cette année de 160 équipages et il y a des Yvelinoises, Christelle et Sophie, vous les voyez. Et comme les autres compétitrices, elles devront parcourir 6 étapes en 8 jours sans aucune connexion web avec l'extérieur. Elles emportent évidemment leur nourriture pour toute la durée de l'épreuve, mais aussi de quoi se dépanner dans le désert et le matériel nécessaire à la navigation. L'actu revient demain à 18h, toujours en direct sur TV Fil. Catherine Zulato à la présentation. Excellente soirée.